13 mars 1977. Marien Ngouabi, président du Congo-Brazzaville depuis 1968, prononce un discours prophétique dans lequel il révèle l'existence d'un complot visant à l'assassiner. En utilisant des mots qui résonnent encore aujourd'hui, lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu'en le lavant avec ton sang. 5 jours après ce discours, Marien Ngouabi sera assassiné à son domicile. Et 4 jours après, le cardinal de Brazzaville, qui a rencontré le président quelques heures avant sa mort, sera assassiné puis enterré vivant par ses ravisseurs. Pour comprendre cette série d'événements tragiques, il est nécessaire, voire primordial, de replonger quelques années en arrière avec l'arrivée au pouvoir de Marien Ngouabi, mais surtout la nature de son régime. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Marien Ngouabi et son assassinat. Quelles sont les causes? Qui sont les commanditaires? Sans plus tarder, let's go! Le Congo-Brazzaville est un pays d'Afrique centrale qui va obtenir son indépendance le 15 août 1960, avec pour président l'abbé Fulbert Youlou qui est très proche de la France. Mais en 1963, l'abbé Fulbert Youlou est renversé par un soulèvement populaire. Et naturellement, c'est Alphonse Massamba Déba, le président de l'Assemblée nationale, qui le remplace. Après quelques années à la présidence de la République, Massamba Déba va rentrer en conflit avec des militaires, notamment un certain Marien Ngouabi, qu'il fera même enfermer. Mais 2 jours après, Marien Ngouabi sera délivré par 2 militaires, et pas des moindres, vu qu'il s'agit de Sassou Nguesso et Yombi Opango. Retenez bien ces 2 noms-là. Les 2 hommes poussent Massamba Déba à démissionner et poussent Marien Ngouabi vers la présidence de la République. Et c'est comme ça qu'en 1968, Marien Ngouabi devient président de la République du Congo. Marien Ngouabi transforme le pays en une république populaire, il met en place une révolution et instaure le parti unique. Mais bon, la gouvernance de Marien Ngouabi va très vite causer des problèmes à son régime. Marien Ngouabi était un homme simple, dévoué à son peuple, mais son régime était très fragile sur le plan économique et politique. Ce qui montre le mieux l'instabilité de son régime, c'est les nombreuses tentatives de coup d'État. À ses débuts, Marien Ngouabi était apprécié par une grosse partie du peuple, mais au sein de la classe politique, il ne faisait pas l'unanimité. La première tentative de coup d'État que subit Marien Ngouabi intervient dans la nuit du 7 au 8 novembre 1969, avec le débarquement raté de Bernard Kolela. Bernard Kolela était un ancien membre du parti de l'abbé Fulbert Youlou, le premier président du Congo, et lors de la tentative de coup d'État, ils avaient pour but d'abattre le président de la République, Marien Ngouabi. Mais rapidement, le complot sera déjoué et 29 d'entre eux seront arrêtés. Puis ils seront présentés au stade Eboué face à une foule déchaînée qui réclamait leur exécution publique. Mais personne ne sera exécuté vu qu'on établira des liens avec des puissances étrangères, notamment la CIA. Et qui dit CIA en Afrique dit forcément Mobutu. 4 mois seulement après cette tentative de coup d'État, la révolution de Marien Ngouabi fera face à une autre tentative de coup d'État. Le 23 mars 1970, c'est le lieutenant Kinganga qui prend le contrôle de la radio et il appelle les pays voisins tels que le Gabon et la RDC à renverser le régime de Marien Ngouabi. Hélas, quelques minutes après cette annonce, la radio sera quadrillée par des hommes de Marien Ngouabi. Et aussitôt, Kinganga et ses hommes seront exécutés. Vous vous demandez certainement pourquoi ils ont fait une tentative de coup d'État aussi facile à déjouer. Mais le problème, c'est qu'ils avaient également un soutien à l'intérieur de l'armée, mais personne n'a bougé le petit doigt. Après cette tentative de coup d'État, Marien Ngouabi va faire une erreur, franchement, qu'il ne fallait pas faire. Au lieu de rendre les corps à la famille, il va les jeter dans une fosse commune. Et à ce moment-là, aux yeux du peuple et des politiques, c'est très grave. Il donnait l'impression que c'était un règlement de compte personnel. Marien Ngouabi va même convoquer le premier congrès extraordinaire de son parti pour redonner de l'élan à sa révolution. Sauf que de décembre à octobre 1970, les enseignants vont rentrer en grève et 1 an plus tard, les étudiants vont suivre le pas. Et là encore, le régime de Marien Ngouabi va réagir de manière radicale et violente. Beaucoup d'étudiants seront matés et arrêtés par les militaires et certains se feront même enrôler dans l'armée de force. Marien Ngouabi fera également un remaniement ministériel en écartant Yombi Opango. Rappelez-vous bien, c'est Yombi Opango qui l'a sorti de prison. Et ça va créer des problèmes dans son parti. La révolution de Marien Ngouabi va connaître une autre tentative de coup d'État. Le 22 février 1972, un bataillon mené par un certain Ange Diawara tente une fois de plus de renverser Marien Ngouabi. Ange Diawara, c'est un militant très à gauche qui prône une révolution bien plus profonde que celle de Marien Ngouabi. Et durant ce coup d'état-là, Marien Ngouabi, lui, se trouve à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays. Le président Marien Ngouabi rentre en urgence à Brazzaville et il atterrit sur une route nationale, de peur qu'il se fasse arrêter à l'aéroport. Aussitôt, ils arrivent à déjouer la tentative de coup d'état et plus de 200 hommes sont arrêtés. Mais sauf que Ange Diawara et les principaux acteurs du putsch arrivent à prendre la fuite et arrivent à créer un maquis à Gomaté
Tsetse. Mais bon, ça Mariam Gouabi ne le sait pas. Et il va se mettre à les chercher et même menacer tous les Congolais qui auraient des contacts avec eux. Le problème de ce coup d'état, c'est qu'il y avait des proches de Mariam Gouabi qui ont participé. Beaucoup disaient même que le coup d'état était fomenté par Yombi Opango. 14 mois après, le maquis de Ange Diawara sera découvert et ils seront tous assassinés. Le président Gouabi aurait pu se contenter de les assassiner, mais non. Il va exposer leur dépouille qui fera le tour de la ville dans une camionnette. Et à la radio, le président va inviter le peuple à venir voir les corps. Et le plus choquant dans cette affaire, c'est le discours qu'il va prononcer. Il va dire que ces gens ont trahi la révolution et c'est pour ça qu'ils sont tués comme Kiganga, c'est-à-dire comme des chiens enragés. Et ça va clairement précipiter sa chute. Son parti, le PCT, sera complètement divisé. Il essaiera d'arranger les choses avec une campagne de radicalisation de la révolution. Mais ça ne va rien donner. Le 19 mars 1976, il sort miraculeusement indemne d'un accident d'hélicoptère prévu vraisemblablement pour l'assassiner. La journée du 18 mars commence comme un jour normal pour Mariam Gouabi. Il se réveille à 5h et il commence à faire son sport. À 7h, il prend son petit déjeuner. À 9h, il s'en va donner des cours à la faculté des sciences. À 11h, il accorde un entretien au cardinal de la ville de Brazzaville. Vers 14h, le capitaine Kikadidi se présente à la résidence avec 3 autres officiers. Et fait surprenant, ils arrivent à passer tous les postes de contrôle sans grosse difficulté. Mais arrivé dans la résidence, ils tombent sur 2 agents de sécurité du président. Mais sauf que là, Kikadidi va se présenter comme étant le capitaine Motando. Les agents de sécurité du président savent que ce n'est pas Motando qu'ils ont en face d'eux, mais ils partent quand même appeler le président. Et celui qui va aller appeler le président s'appelle Antsou. Mais quand le président arrive, il guette par le rideau, il se rend compte que ce n'est pas le capitaine Motando, mais que c'est bien Kikadidi. Il fait donc demi-tour pour aller blâmer Antsou. Mais sauf qu'en faisant demi-tour, ils tombent nez à nez avec 3 hommes qu'il ne connaît pas. Et les 3 hommes vont tenter de violenter le président. Après une lutte acharnée, le président arrive à éliminer 2 des 3 hommes. Mais sauf que quand il se met à poursuivre le 3e, c'est son propre garde, Antsou, qui va tirer sur lui. Et figurez-vous que tous les gardes du corps du président qui ont vu la scène vont rester passif. Et c'est le fils du président qui va tenter de sauver son père, alors qu'il y avait plus de 21 gardes ce jour-là à l'état-major. Voici un fait surprenant, après la mort de Mariam Gouabi, c'est Yombi Opango qui va prendre le pouvoir. Pas de manière constitutionnelle, pas par une élection. Comme ça, il va juste prendre le pouvoir comme ça. Alors que la constitution disait que c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait remplacer le président. Le fait que ce soit Yombi Opango qui prenne la tête de la présidence de la République emmène à se demander si ce n'est pas un coup d'état. Et vous allez voir que le gouvernement de Yombi Opango ne va pas apporter des réponses à l'assassinat du président Mariam Gouabi, mais il va apporter plus de mystère encore. Quelques jours après la mort de Mariam Gouabi, le cardinal qui s'est entretenu avec lui sera assassiné. Tous ceux qui ont participé de près comme de loin à l'assassinat du président seront capturés. On apprendra que Kikadidi a été envoyé par Massamba Deba, et Massamba Deba, il avait même envoyé une lettre au président de la République lui disant de démissionner, sinon il allait mourir. Ceux qui ont assassiné le cardinal seront également capturés. Mais on se dit que si on a réuni tous ces hommes-là, on va forcément trouver des commanditaires. Mais figurez-vous que le gouvernement de Yombi Opango va mettre en place une cour martiale qui va éliminer tous ceux qui ont participé à l'assassinat du président et tous ceux qui ont participé à l'assassinat du cardinal. Donc vous voyez, avant le procès, on a déjà éliminé tous les témoins possibles. Massamba Deba, exécuté. Kikadidi, exécuté. Ceux qui ont tué le cardinal, exécuté. On ouvre le procès avec qui si tous les témoins sont assassinés? Et quand on va demander plus tard à Yombi Opango pourquoi on a assassiné tous ces gens-là, il va dire que le gouvernement était sous pression. Justement, le procès devait faire redescendre la pression. Mais sauf que tous les vrais témoins n'ont pas participé au procès. Mais comment expliquer le fait que des militaires entrent dans la résidence présidentielle, assassinent le président de la République avec une facilité déconcertante? Il y a un média congolais qui a donné une hypothèse qui va faire beaucoup de bruit. C'est la version de Radio Trottoir. Selon Radio Trottoir, Mariam Gouabi avait prévu un partage du pouvoir avec Massamba Deba. Et les proches de Mariam Gouabi qui avaient entendu parler de ce partage du pouvoir ont décidé de l'éliminer. Et quand on parle des proches de Mariam Gouabi, on pense à Yombi Opango, on pense à Denis Sassou Nguesso. Et ce même média va également dire que les gens qui ont assassiné le cardinal l'ont assassiné parce qu'ils savaient trop de choses entre la relation entre Massamba Deba et Mariam Gouabi. Cette version de Radio Trottoir accuse clairement les 2 futurs présidents, c'est-à-dire Yombi Opango et Sassou Nguesso. Mais malheureusement, la thèse de Radio Trottoir n'est pas formée sur des preuves matérielles. Est-ce qu'on arrivera un jour à savoir qui a tué Mariam Gouabi? À l'heure d'aujourd'hui, je ne pense plus. Parce que les vrais témoins sont morts bien avant le procès. Et vous, de votre côté, vous pensez que qui a tué Mariam Gouabi? Je vous laisse me répondre en commentaire. C'est déjà la fin de cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.